Chapitre 10. L'incroyable moteur linéaire. Tu le sais pas encore, mais t'as ton voyage. Tu veux entendre parler du moteur linéaire. C'est un type de moteur spectaculaire qui met en évidence un effet important de l'induction électromagnétique et qui est un exemple là, qui recouvre une grande partie de la matière vue dans les derniers chapitres. Ça tire tout azimut et il y a plusieurs étapes de compréhension. C'est intense, c'est plaisant. C'est tellement agréable que je vais vous envoyer, ou je l'ai déjà fait à l'heure que vous écoutez le vidéo, un PDF, un fichier que j'ai fait. C'est une transcription manuscrite là de toutes les étapes de compréhension, une après l'autre. Il y en a environ 5 au total, là, 5 étapes de compréhension du moteur linéaire. Je veux quand même prendre le temps de vous montrer comment faire et de vous expliquer avec des mots, avec ma voix, comment ça fonctionne. Mais je vous encourage à consulter le fichier PDF qui explique avec des dessins, avec des équations et avec des phrases chacune de ces étapes-là. Pour vous aider à démystifier les étapes, voici en gros comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est quoi. Le moteur linéaire ressemble étrangement à l'exemple numéro 2 avec une variation de surface, sauf que, tiens-toi bien, la tige est immobile au début. À la place de forcer la tige à se déplacer, comme dans l'exemple 2 sur la variation de surface des circuits, on laisse la tige au repos, bien tranquille, bien chill, et à la place de tirer dessus, on installe une batterie. Une source epsilon 0 dans le circuit. On a encore des rails, ici en haut et ici en bas. Et la tige est encore libre de se déplacer. Et c'est la source epsilon 0 qui va faire circuler un courant I0 à l'intérieur du circuit, donc à l'intérieur de la tige, qui va mettre la tige en mouvement. Regarde bien comment ça fonctionne. Une tige dans un champ magnétique subit une force F égale à I multiplié par sa longueur, produit vectoriel du champ B dans lequel elle baigne. Le champ B, c'est le champ bleu que j'ai identifié par des X et qui entre dans la page. Et on peut aller calculer la force sur la tige. Je vais l'appeler F0 parce que c'est la force F0 générée par le courant I0, lui-même généré par epsilon 0. Je mets des petits zéros en indice pour pas les confondre avec, éventuellement, epsilon induit et I induit, les valeurs de courant et de tension induites dans le circuit. Les petits zéros sont associés avec la source, la batterie, et sont pas générés par l'induction électromagnétique, mais bien par la source elle-même. OK, voyons ce que ça fait. On fait la règle à main droite, les 4 doigts dans la direction du courant I0, on replie vers le champ B0, et vous allez vous ramasser avec, je vais le faire en noir, une force sur la tige qui va vers la droite. Comme ça, c'est les 4 doigts dans le... Là, il faudrait que je fasse une contorsion, là, et je suis pas contorsionniste, mais vous pouvez le vérifier, là, ça donne F0 vers la droite. La force F0 va faire augmenter la vitesse de la tige, parce que F égale MA, on va avoir une accélération de notre tige vers la droite. Au début, la tige était au repos, et sa vitesse va augmenter. Au fur et à mesure que le temps là, va progresser, la vitesse qui était nulle va se mettre à monter comme ça tranquillement dans le temps. Cette vitesse-là, comme on l'a vu dans l'exemple 2, va produire une augmentation de la surface. Donc, notre tige va se mettre à avoir une vitesse. Mais attention, cette fois-ci, la vitesse n'est pas constante. Rassurez-vous, on ne s'intéresse pas à son accélération de façon quantitative. On ne veut pas donner des chiffres à l'accélération et faire des calculs avec ça. Mais on garde en tête qu'au début, la tige était immobile, donc V est égal à 0, et que cette vitesse-là va grandir. En grandissant, la vitesse va faire augmenter la surface A du circuit. Conséquence, l'univers effurax fait apparaître un champ magnétique B induit qui s'oppose ou qui tente de s'opposer à l'augmentation du flux magnétique dans le circuit, et il va y avoir un courant induit qui va
s'installer. Je vais le dessiner, j'essaie de le faire proprement. I induit, comme ça. Le sens du courant induit, vous allez le trouver avec la règle de la main droite. Vous mettez votre pouce dans la direction du champ magnétique induit et vos 4 doigts s'enroulent, dans ce cas-ci, dans le sens antihoraire, qui représente le courant induit. Ça nous amène un courant induit à contresens de I0 et on va avoir F induite est égal à I induit fois L fois B. Faites attention, c'est encore le bon vieux B bleu. Si ça peut vous aider, là, je vais l'écrire en bleu parce que on peut pas avoir le B induit. Ça, là, c'est quelque chose qui est important. C'est une erreur classique des étudiants. Un courant électrique qui parcourt une tige ne peut pas s'auto-influencer. On peut pas avoir B induit et puis I induit dans la même équation. Il faut que ce soit B induit avec un autre champ magnétique. On peut pas s'accoter sur soi-même et se propulser comme ça. Donc, le champ B tout court sert de point d'appui au courant I induit. Mais le champ B induit ne peut pas servir de point d'appui au courant I induit pour produire une force. On peut pas s'auto-appuyer sur soi-même. Vous pouvez essayer de vous soulever le pied vous-même là, si vous avez besoin d'une image plus quelque chose de plus visuel ou de concret là. On peut pas non plus se pousser soi-même là, puis espérer que ça fonctionne. C'est le même principe avec les courants. I induit et B induit, c'est la même entité physique et ça peut pas s'auto-influencer. Bon, allez, continuons. Il va y avoir une force induite et je vais la dessiner qui va être à contresens. Vous pouvez le vérifier avec la règle à main droite, comme ça, à contresens de la force F0 qui était de l'autre côté. Et ces deux forces-là, F0 qui est générée par la pile et F induite qui est générée par le phénomène d'induction électrique, vont se contrebalancer. On peut faire le diagramme de force de la tige. Regardez, je vais la redessiner ici, là. Ça, c'est notre tige. Pas fameuse, mais quand même. Et vous avez d'un côté la force F0 et de l'autre côté, vous avez F induite. Au début, F induite, il n'y en a pas. Au début, la vitesse est égale à 0, souvenez-vous, et il n'y a pas d'induction parce que lorsqu'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'induction parce que la surface grandit pas. Par contre, F0, elle est là dès le départ. Dans le temps, là, ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Regardez bien. F0, c'est quelque chose qui est constant au fur et à mesure que le temps progresse. F0 reste la même parce que F0 est généré par epsilon 0, une source de tension constante qui fait circuler un courant constant I0 dans une tige de longueur constante L. F0 reste toujours pareil. Par contre, F induite, elle, provient de l'induction et au début, il n'y en avait pas d'induction. Donc, à t égale 0, il n'y en a pas de F induite. Et tranquillement, F induite va augmenter pour éventuellement se stabiliser. Elle va se stabiliser lorsqu'on va atteindre une condition d'équilibre qui va empêcher la vitesse d'augmenter. La condition d'équilibre, c'est celle que vous avez vue dans le cours de mécanique. Lorsque toutes les forces sont égales à 0, que la somme des forces est égale à 0, à ce moment-là, comme F est égal à MA, vous avez un A qui est égal à 0, et si A est égal à 0, à ce moment-là, la vitesse devient constante. Et qu'est-ce qui arrive quand la vitesse devient constante? Lorsque la vitesse est constante, on se ramasse avec une force induite constante aussi, et si elle est constante, elle arrête d'augmenter. Donc, c'est pour ça qu'elle se stabilise ici, et elle va se stabiliser quand? Ben, lorsqu'on va avoir F0 exactement égal à F induit. C'est-à-dire le module de F0 est exactement égal au module de F induit. Vous avez compris qu'il y en a une qui est positive, l'autre est négative parce qu'ils sont diamétralement opposés. Ça va donner que notre vitesse va elle aussi se stabiliser à une vitesse finale V qui pourrait être intéressante à calculer. Dans le document PDF que je vous ai envoyé, je vous montre clairement, étape par étape, comment faire pour calculer ce qu'on appelle la vitesse limite du moteur linéaire. C'est-à-dire que la tige bougeait pas au début, on l'accélère à l'aide de la source et à un moment donné, on peut plus l'accélérer. Elle a atteint
sa vitesse limite maximum. Et on va vous demander de calculer cette vitesse limite maximum-là pour la tige. Pour faire ça, vous posez la condition d'équilibre, somme des forces égale 0, et vous calculez F0, vous calculez F induit, vous mettez ça là-dedans, et vous isolez la vitesse dans cette équation-là. Tout est expliqué étape par étape dans le document que je vous ai envoyé et j'arrête là parce que mon schéma est assez chargé et le document est assez bien fait pour que vous puissiez comprendre, l'expliquer dans vos propres mots à l'examen ou dans les exercices au besoin.